Je prends la parole très peu de temps, juste pour évidemment vous dire quel est le sens de cette rencontre là de ce soir. Donc d'abord je veux remercier tous ceux qui sont venus ici pour nous voir dans les Landes, parce que c'est beau les Landes, mais c'est parfois pas prêt. Voilà. Donc merci à vous d'être venus. On sait par ailleurs hein, que dans les esprits, on est parfois un petit peu troublé. Je l'ai expliqué ce matin, hein, du fait qu'il y ait 3 universités de rentrée qui sont situées au même moment et avec des gens qui travaillent déjà au sein de Vive la Gauche. Moi, je voudrais dire là-dessus, pour être très clair, Marine est là et elle le sait bien, on s'en est parlé souvent, c'est que vraiment quand on a découvert les dates, on a essayé de bouger, mais c'est juste un petit problème, c'est que quand vous avez des engagements aussi importants, c'était quasi impossible, c'était même totalement impossible, mais je crois qu'il faut plutôt regarder ça comme les ruisseaux qui peuvent fonder des rivières, et c'est ainsi en tout cas que pour ces 2 événements, on a ensemble parlé à l'extérieur hein, et on a voulu le dire. Je remercie les députés frondeurs, comme on dit, même s'il paraît que ce mot est maintenant à bannir, je ne sais pas, Christian, tu nous diras, pour être venu. Je remercie aussi Rémi pour la motion 4, d'être parmi nous. Et donc, je vais maintenant laisser la parole à Stéphane Aliès de Mediapart, qui arrive, et qui va, pour éviter l'aspect extrêmement fastidieux d'avoir des interventions qui se succèdent, animer ce débat avec l'esprit qui est le sien et qui est celui de son média. Donc j'espère qu'on saura répondre. Merci. Donc je suis un journaliste sans chaise. Comme quoi, on ne fait pas du journalisme assis, on va dire. Eh ben, écoutez, bon, je vais rester comme ça, mais je vais peut-être m'en trouver une d'ici là. Elle arrive, super. Pour commencer, ouais, je voulais poser une première question, notamment sur le bilan que vous faites de votre initiative, de l'appel des 100, qui a été publié en mars dernier, donc il y a 8 mois. Il y a 2 semaines, en revanche, lors du vote de confiance, vous étiez 33 seulement à vous abstenir sur la confiance du gouvernement Valls, alors que ce gouvernement, son orientation gouvernementale, s'est accélérée, SIC, dans un sens contraire au vôtre. Donc j'aimerais savoir quel bilan vous faites de votre contestation. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'elle s'étiole ou s'éteigne doucement? Je donne la parole à Christian Paul pour commencer, parce que voilà, c'est comme ça. Bien, chers amis, d'abord c'est extrêmement agréable d'être avec vous ce soir, y compris après une semaine parlementaire qui comportait des moments importants, mais pas uniquement des moments agréables. Et donc c'est important d'être avec vous, parce que c'est quand même ici que l'essentiel se joue. Au printemps dernier, après 2 défaites électorales historiques pour la gauche, du jamais vu depuis Épinay, depuis la création du Parti socialiste, c'est vrai, une centaine de parlementaires, députés, parlementaires européens, sénateurs, ont exprimé ensemble une demande très claire, qui est aujourd'hui une demande d'ailleurs que chacun d'entre eux, à sa manière, continue de porter dans le débat public, dans sa circonscription, dans son département, qui était une demande de changement de politique. Changement de politique économique, changement aussi de rapport à l'Europe, considérant que ce qui avait été entamé depuis 2012 ne l'avait pas été fait avec la vigueur nécessaire pour obtenir une réorientation de la politique européenne. Et donc c'est vrai un moment inédit sous la Ve République. De la même façon que c'est sans doute sans précédent qu'au moment d'un vote de confiance, il y a encore quelques semaines, plusieurs dizaines de parlementaires de gauche, socialistes, mais aussi d'autres à gauche, la gauche, pas seulement les socialistes, aient fait le choix d'adresser un message politique puissant au gouvernement en disant au printemps on vous a alerté et maintenant clairement on ne peut pas vous donner la confiance. Donc c'est un chemin. Mais tout à l'heure Guillaume disait, nous rappelait cette appellation que nous n'avons jamais fait nôtre.
nous n'avons jamais pensé mener une fronde. Nous ne sommes ni frondeurs ni fébriles. Nous sommes des députés socialistes et nous sommes à un moment politique, chers amis. Nous sommes à un moment politique qui réclame bien davantage qu'une fronde ou de la fébrilité. Et pour ma part, je le dis, je considère que nous sommes non pas des frondeurs mais des architectes. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tâche immense. Nous sommes à mi-parcours du quinquennat et de cette législature. À mi-parcours, échec électoral, impuissance des politiques économiques, un dialogue impossible avec une partie de l'Europe, et ça se démontre encore là dans les injonctions qui sont faites à la France d'aller encore plus vite dans la confection d'un budget de plus en plus austère. Et donc, c'est vrai, nous sommes à un moment considérablement imprévu pour les socialistes. Qui aurait imaginé qu'après 2 ans et demi, il faudrait monter au créneau collectivement, les parlementaires et les militants, les engagements de 2012, mais aussi tout simplement pour que le gouvernement ait une vision claire de là où il veut mener le pays. Donc nous devons être à la fois les défricheurs de cette 3e révolution industrielle, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ce n'est pas simplement des débats parlementaires sur les budgets, on y reviendra. Nous sommes en train de vivre depuis des années une 3e révolution industrielle. La gauche s'est préparée pendant 10 ans dans des batailles difficiles, face à Sarkozy, face à Chirac avant. Et aujourd'hui, à l'épreuve du pouvoir, nous ne sommes pas capables d'inventer les régulations, nous ne sommes pas capables d'inventer les modes de financement, nous ne sommes pas capables de mener avec suffisamment de vigueur, malgré les efforts qui ont été ceux d'Arnaud Montebourg, la politique industrielle ou la politique de transformation du système productif que réclame cette 3e révolution industrielle. Et nous peinons aussi, et c'est peut-être là notre responsabilité, nous peinons aussi à inventer la démocratie qui va avec. Quand nous avons dit au printemps, le temps du Parlement est venu, c'est parce que nous avons compris, et nous voulons le partager avec vous, que ça n'est pas un pouvoir exécutif, allez, disons-le, faible de surcroît, en tout cas dans l'opinion publique, qui peut mener de façon centralisée les réformes nécessaires. Oui, nous sommes favorables à des réformes structurelles, mais ces réformes structurelles qu'appelle cette 3e révolution industrielle, ce n'est pas celle que demande le MEDEF. On a besoin d'une 2e loi bancaire, on a besoin d'une vraie réforme fiscale, on a besoin d'une politique industrielle dans la durée. Voilà ce que nous voulons porter. Et donc ça va bien au-delà des débats parlementaires. Donc nous devons être, et je termine, nous devons être à la fois les défricheurs de cette 3e révolution industrielle, les artisans de ce renouveau démocratique qui est nécessaire. Vous savez, dans l'histoire, chaque grande révolution industrielle a produit un nouvel âge de la démocratie, et aujourd'hui les Français l'attendent. Et nous devons être également les architectes de la prochaine gauche, celle qui doit se réveiller, se cristalliser au milieu du quinquennat, là, dans les mois qui viennent, de façon à pouvoir mettre en face de cette tentation libérale qui vient des rangs même de la gauche, une offre politique globale, complète. Et donc c'est vrai, quand on s'est retrouvé avec beaucoup d'entre vous à La Rochelle, c'était pour prolonger cet appel des 100. Et encore une fois, c'est vrai, la transgression des votes parlementaires réclame parfois, disons-le, du courage. Il faut sortir de la discipline majoritaire de la Ve République. Ce courage, beaucoup l'ont eu, d'autres l'auront dans le moment des votes du budget. Et puis, il faut prolonger aussi ce débat qui est né au Parlement dans le Parti socialiste. C'est le sens de Vive la gauche. Et si j'ai un vœu à formuler pour terminer, c'est que ceux qui sont ici cet après-midi, celles et ceux qui sont demain dans les Cévennes gardoises, ceux qui sont, et tu y étais, et Fanelli également, dans l'Essonne aujourd'hui, et beaucoup d'autres, aient mis l'occasion, avant la fin de cette année, et encore plus dans l'année qui vient, de se retrouver au même endroit et tous ensemble. Je vais poser un peu la même question aussi à Fanelli, si le micro marche. Oui. Oui, il marche. Oui. Justement, par rapport à la situation actuelle,
Par rapport aux premières sanctions qui commencent déjà à vous tomber dessus, je m'adresse justement à Fanny Carré-Comte-Aessian, puisqu'elle fait partie de ceux qui ont été sortis contre leur gré de leur commission. Comment on a un espace, comment on a un espoir au sein du groupe, le reste à gauche on y viendra plus tard, mais au sein du groupe PS à l'Assemblée, est-ce qu'on peut espérer encore convaincre quand on sent un raidissement qui se durcit chaque jour un peu plus à votre rencontre? Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'avais donc prévu de vous parler de la loi de programmation militaire, mais comme je ne suis pas encore complètement experte, je vais plutôt répondre à la question qui m'est posée. C'était facile, mais simplement c'est aussi une manière de répondre à la question pour dire que ce qui s'est passé cette semaine sur les changements forcés de commission, je pense ne mérite pas finalement qu'on s'y attende très longtemps, parce que tout ça relève plus de la mesquinerie, comme d'ailleurs ça a été rappelé par une socialiste du nord de la France il y a quelques jours. Ah, oui. Donc oui, je trouve que tout ça ne mérite pas vraiment qu'on le développe, parce que je crois que quand on a recours à la sanction et à l'arbitraire pour faire taire les débats de fond, c'est très souvent un aveu de faiblesse, et je crois qu'en l'occurrence c'est comme ça que je l'analyse. Et par ailleurs, ce que nous avons toujours dit, c'est que la seule sanction qui nous importe, c'est celle que les électeurs nous ont déjà adressée lors des dernières échéances, et celle qu'ils nous adresseront probablement si nous ne réorientons pas nos politiques. Et donc, c'est pourquoi je vous propose qu'on ne s'attarde pas trop sur ce qui s'est passé cette semaine, parce que finalement ça n'a pas, à mon sens, beaucoup d'importance, et ça n'empêchera pas les débats de se tenir et nous de faire notre travail là où nous avons envie de le faire. Donc voilà. Moi, ce que je voudrais dire, peut-être pour rebondir aussi sur cette question du bilan, c'est que, enfin bilan perspective, je crois que peu de gens quand même, quand nous avons lancé l'appel des 100 au printemps dernier, auraient parié que nous serions encore là et que nous aurions tenu et fait tout ce que nous avons fait depuis l'appel des 100 sur nos propositions de fond, sur les votes, sur la réunion de Vive la Gauche à La Rochelle, sur le fait que nous nous retrouvons là aujourd'hui, que tout ça a été une construction étape par étape qui grossit. Peu de gens l'auraient parié, parce qu'on nous a souvent dit que c'était un attelage de circonstances, que c'était des gens qui voulaient passer dans les médias, que c'était des opportunismes et des questions de carrière. Je crois que tous ceux qui ont fait ce diagnostic-là, d'abord n'ont absolument pas compris qui nous étions et ce que nous faisions, et n'ont surtout pas compris la période politique dans laquelle nous étions et ce qui était en train de se jouer en ce moment. Et moi je crois que si ce que nous avons fait au sein de Vive la Gauche a continué, continue et continuera, c'est avant tout parce que c'est fondé d'abord sur du fond, sur une analyse de la situation politique et sur des propositions communes et sur un fond politique partagé. Merci. Et je crois que c'est ça qui est extrêmement important. Et que cette analyse-là, elle a été et elle est toujours, et je vais compléter un peu ce qu'a dit Christian, le fait de dire que pour nous aujourd'hui, nous considérons que si nous continuons les politiques qui sont actuellement menées par ce gouvernement, alors la situation économique et sociale de notre pays et des Français ne s'améliorera pas, alors il sera extrêmement difficile de ramener nos concitoyens vers les urnes et encore plus vers le Parti socialiste. Nous croyons que si on continue à tenir ce discours de « il n'y a qu'une seule politique possible » et qu'en plus cette politique-là ne fonctionne pas, alors à un moment donné les gens se diront « pourquoi aller voter ?» Parce que finalement, si c'est pareil tout le temps, s'il n'y a pas de marge de manœuvre et si ça n'a pas d'effet, à quoi sert la démocratie, à quoi sert le vote? Et donc c'est ces éléments-là, et nous croyons aussi et surtout que si nous continuons à être dans une situation où un certain nombre des engagements de campagne que nous avons pris ne sont pas tenus, ça c'est quand même la base des choses. Enfin, quand on fait de la politique, quand on se présente à une élection, quand on croit en la démocratie, en l'action politique, tenir ses engagements, c'est quand même la moindre des choses que l'on doit à ses électeurs. Et si ça n'est pas fait, eh bien je pense qu'il peut y avoir le retour de tous les Sarkozy possibles et imaginables. Croire qu'on votera à nouveau pour nous parce qu'on serait les moins pires est complètement illusoire, parce que je pense que ça ne marchera plus comme ça et qu'il faut absolument que nous arrivions à proposer une autre offre politique, une alternative politique qui permette de répondre à ces aspirations-là, sans quoi je pense que tout ça est illusoire. Et je crois que c'est ça que nous avons voulu faire vivre dans le collectif Vive la Gauche, avec les propositions que nous portons, avec la manière dont nous l'avons défendu jusqu'au bout, c'est vrai, à l'Assemblée nationale, et nous continuerons à le faire. Et voilà, je crois que c'est ça qui est en train de se jouer, et c'est mon
mon sens, cette démarche-là qui nous a guidés. On nous a souvent interrogés, je finis là-dessus, sur les votes, combien. Moi, j'avais dit une fois, quand j'avais été interrogée là-dessus, c'est pas le PMU, c'est pas le but, on n'est pas dans un concours permanent en train de regarder qui, combien. Je crois que, y compris, voilà, il y a des choses qui sont pas faciles. Christian l'a rappelé, dans ce que nous avons fait au Parlement, des pressions, c'est vrai, des gens qui se posent des questions, et c'est bien légitime. Mais ce qui compte surtout, c'est que je crois que le capital politique que nous avons commencé à construire, continue de se fructifier, de se renforcer, parce que, encore une fois, il est structuré sur des orientations politiques, sur des sujets de fond. Et je crois que c'est ça qui est extrêmement important dans la démarche que nous avons. Très bien. Philippe Noguès voulait intervenir à peu près sur mes questions. À la limite, je me permets de relancer. Par rapport à ce que dit Fanelli, est-ce qu'à force de s'interdire de voter contre, on ne se réduit pas à n'être qu'une digue défensive par rapport à l'offensive social-libérale, nous l'appellerons comme ça, de l'orientation gouvernementale? Alors ça, c'est la question, effectivement, aujourd'hui, mais je vais finir peut-être par ça. Juste pour commencer, dire que, puisque j'ai vu que le titre du colloque de notre réunion plénière, c'était « Nous sommes le Parti Socialiste ». Et je le dis souvent, ça, moi, je veux dire, nous sommes le Parti Socialiste de 2012, celui qui a gagné, celui qui a été élu sur un projet, sur un programme. Et malheureusement, donc moi, je me rappelle, j'ai défendu ce projet, j'ai défendu ce programme. Je veux dire, tout à fait honnêtement, pas forcément avec un enthousiasme délirant, parce que on aurait peut-être pu aller plus loin, faire autre chose, proposer d'autres choses encore. Malgré tout, c'était un projet qui était un projet de gauche, avec des réformes qui ont été rappelées par Christian, réforme fiscale, réforme bancaire, des taxes différenciées sur les entreprises en fonction de la taille des entreprises. C'est pas tout à fait ce qu'on a fait au fil du temps. Donc voilà, donc on avait un projet quand même qui était un projet cohérent. Et puis on a été élu. Et puis au fil du temps, l'enthousiasme des premiers jours, parce que quand on est élu en plus pour la première fois, on est sur un petit nuage pendant quelques semaines. Et voilà. Et au fil du temps, petit à petit, ce nuage, il s'est transformé plutôt en un mécontentement grandissant qui a trouvé son apothéose au mois de janvier 2014 avec l'intervention du président de la République qui annonçait le pacte de stabilité. Et donc, quand sont arrivés derrière les déroutes électorales qu'on a connues, il y a eu l'appel des 100. Et pour moi, qui avait fait cette campagne de 2012 un peu comme un militant, ça a été une bouffée d'air frais. Je vous le dis vraiment, comme je l'ai vécu. Je l'ai vécu comme une bouffée d'air frais. Alors, certains l'ont plutôt vécu sans doute comme des bouffées de chaleur, mais pour nous, en tous les cas, c'était une bouffée d'air frais. Et voilà, on a vécu, et c'est Fanelli qui disait ça, une aventure politique, mais aussi humaine pendant ces derniers mois, particulièrement importante. Et donc, voilà, on n'a effectivement pas eu toujours les mêmes votes. On a eu un certain nombre de gens qui ont été constants, d'autres qui ont changé, qui ont varié, etc. Mais on a ce qui nous rassemble là, on est rassemblés par l'essentiel. On est rassemblés par cette volonté d'avoir une politique de gauche. Et on considère que ce que fait le gouvernement aujourd'hui, malheureusement, c'est pas cette politique-là. Alors aujourd'hui, on assiste effectivement à une radicalisation. On le voit bien, à travers les sanctions, puisque j'ai moi aussi subi ça cette semaine. Et puis, on le voit aussi à travers les rapports qu'on peut avoir avec nos collègues à l'Assemblée nationale. Parce que je peux vous dire qu'on commence à en chatouiller ou en énerver un petit peu certains. Et là, ils sont très inquiets parce qu'on va arriver dans le projet de loi de finances et il va falloir voter. Et donc, on va peut-être les obliger encore à revenir le soir très tard pour assurer une majorité au gouvernement. Et ils n'aiment pas du tout. Et donc, bon, voilà. Donc, on est dans une forme de radicalisation. Et donc là, on est dans on va dire, dans un moment crucial parce que la question que tu poses se pose, bien évidemment. Est-ce qu'on peut... Parce que, bon, c'est clair, la politique du gouvernement nous fait descendre progressivement, de plus en plus. Tous les jours, on descend un petit peu. Alors, on a la solution d'arrêter de creuser, ce qu'on fait. Mais en arrêtant de creuser, on continue à descendre quand même. Donc, voilà. Donc, moi, je me la pose. Ces doutes-là, ces inquiétudes-là, je les ai. Et je le dis régulièrement à Christian, à Laurent, à Fanelli, et à nos autres collègues qui sont dans la salle. Moi, j'ai pas décidé encore ce que j'allais faire, d'abord premièrement sur les projets de loi de finances, et puis je pense qu'à un moment ou à un autre, devra venir, alors il y aura l'action du parti, et ce congrès, il est franchement indispensable.
Si ce congrès n'a pas lieu avant l'été 2015, à mon avis, ça sera trop tard, ça sera foutu, ça sera mort. Donc il faut vraiment que ce congrès ait lieu. Et de toute façon, s'il n'a pas lieu, on devra aussi sans doute monter dans notre stratégie parce qu'à un moment, on risque, et moi je le sens encore de temps en temps, risque de causer une certaine lassitude, même auprès de ceux qui nous supportent. Et puis je voudrais terminer juste en disant une chose. Il y a une vraie menace quand même, c'est que, et je le dis souvent aussi, c'est ce légitimisme, ce conservatisme ambiant qui existe, mais qui existe aussi bien au sein du parti qu'aussi bien de la population et au sein de l'Assemblée nationale. L'impatience, le rejet de certains de nos collègues, il est dû aussi à une forme de légitimisme, et on en a beaucoup qui nous ont accompagnés dans nos réunions, et qui, arrivés au vote, n'arrivent pas à se décider à franchir le pas, parce que c'est difficile de voter contre le gouvernement qu'on est censé soutenir. Donc voilà, donc je pense que tout ça, ça va se mettre en place. On va avoir à réfléchir à tout ça. Et moi, je ne veux pas rentrer dans un tunnel non plus. Donc on a dit qu'on ne parlait pas trop longtemps chacun. Donc je vais laisser peut-être la parole au suivant. Mais voilà, je voulais dire ça pour démarrer cette plénière. Laurent Baumel aussi proposait cette question-là, parce qu'elle revient souvent chez nous, journalistes, en disant mais pourquoi au final ne pas, à un moment donné, franchir le Rubicon quand on affirme son désaccord, pourquoi à un moment donné ne pas l'exprimer franchement par un vote contre? Alors c'est effectivement la question stratégique qui nous a beaucoup occupés au cours des semaines et des mois passés. Là je parle dans le combat qu'on a mené au Parlement, mais je pense qu'on ne passera pas toute la soirée parce que la question du parti est effectivement une question centrale. Et là, je voudrais dire que je rejoins tout de suite ce que vient d'être dit par Philippe Noguès sur l'urgence et la nécessité d'un congrès au printemps 2015. Rassurez-vous tous, on va parler du congrès après. Voilà. Mais en effet, dans le mouvement d'émancipation parlementaire, je préfère ce terme, même s'il est plus abstrait que le terme de fronde, mais je crois qu'il veut dire ce qu'il veut dire. Le mouvement d'émancipation, d'affirmation parlementaire qui a été le nôtre à partir du lendemain des élections municipales, pour porter en effet une exigence de réorientation de la politique économique, sociale et fiscale qu'a rappelé Christian. Nous avons été amenés à un moment donné, lorsque l'on a épuisé les voies de l'interpellation publique, les voies du dialogue à l'intérieur du groupe, nous avons été amenés à prendre nos responsabilités, y compris, tu l'as dit, vous l'avez dit, au niveau des votes. Et donc la question qui s'est posée, c'est quelle forme doit-on donner à travers notre vote à un désaccord à partir du moment où nous appartenons au groupe socialiste, à partir du moment où nous appartenons au Parti socialiste, où nous estimons que nous avons des choses à y faire, et notamment cette bataille politique de clarification à mener dans le Congrès. Et la réponse, même si ce n'est pas une réponse qui est figée dans le marbre, même si ce n'est pas une réponse théorique, mais la réponse pragmatique que nous avons donnée pour le moment, c'est effectivement l'abstention. Parce que nous avons estimé, pour le moment, qu'un vote contre, à 20 ou 30, qui aurait en effet eu pour effet très concret de faire tomber le gouvernement ou d'empêcher l'adoption des budgets, un vote contre nous aurait probablement emmené collectivement dans une logique de scission, d'abord du groupe, puis probablement, parce qu'on connaît les mécaniques politiques à ce moment-là du parti, nous empêchant par là même de mener avec vous, avec tous ceux qui sont ici ou qui sont ailleurs et avec lesquels nous espérons pouvoir converger à un moment donné, cette bataille de clarification à l'intérieur de notre formation. Et finalement, ça aurait signifié quoi? Ça aurait signifié que le Parti socialiste appartient à François Hollande et Manuel Valls. Ça aurait signifié, si nous avions pris l'option d'une stratégie conduisant à une rupture prématurée, à une scission et à un départ, que nous baissions la garde et que nous considérions que, par définition, nous sommes minoritaires sur notre orientation. Or, ce n'est pas démontré. Moi, je rejoins ce qu'a dit Philippe Noguès, je pense que nous sommes le Parti socialiste. Je ne sais pas qui a choisi d'appeler notre table ronde ainsi, mais c'est tout à fait juste. Nous sommes le Parti socialiste parce que nous sommes fidèles à la synthèse politique qui a été construite dans le Parti socialiste au cours des dernières années, c'est-à-dire bien sûr l'acceptation de l'économie de marché, bien sûr la prise en compte des réalités économiques, mais une volonté d'ancrage à gauche, une volonté de régulation, une volonté de redistribution. Et donc parce que nous sommes fidèles
à cette identité socialiste que nous avons bâtie en commun pendant des décennies, et particulièrement au cours des dernières années, nous pensons que le Parti socialiste a besoin que nous menions notre travail à l'intérieur pour le ramener à ses fondamentaux, pour combattre les dérives qui sont aujourd'hui en cours à travers la politique gouvernementale et les écarts qu'elle contient. Bon. Donc voilà, est-ce que ça veut dire que nous sommes figés définitivement dans l'abstention? Je n'en sais rien. Il y a une chose que je veux vous dire, c'est que, contrairement à ce qui est parfois dit par les médias, ce n'est pas la peur de la dissolution qui nous a arrêtés. C'est très important. Je lis parfois sur des blogs, sur des forums, ces gens-là, la place est trop bonne, ils ont peur, etc. C'est pas ça. Si nous étions demain 60 ou 70 à l'Assemblée nationale à nous abstenir et qu'à travers notre vote d'abstention, nous étions en situation de ne pas accorder la confiance à un gouvernement ou de ne pas voter un texte budgétaire, moi je peux vous dire ici, notre main ne tremblerait pas. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas la dissolution que le président, à laquelle le président de la République serait contraint, c'est la discussion politique. C'est la discussion avec sa majorité. En tout cas, c'est la vision des institutions que nous serions amenés à défendre dans cette situation. Donc ce n'est pas la peur de la dissolution, ce n'est pas la peur. C'est simplement le sentiment que nous devons, et je conclus par cela, construire un chemin à l'intérieur de notre groupe, à l'intérieur de notre formation, où nous sommes chez nous, autant et peut-être plus que d'autres. Et que parce que nous voulons construire ce chemin, nous devons, à l'Assemblée, construire une stratégie qui est compatible avec le combat global que nous allons mener dans les mois qui viennent, et j'espère le plus vite possible et le plus unitairement possible dans le Parti socialiste. Merci. Marie-Noëlle Lienemann, n'est-ce pas là, au final, n'est-ce pas là la principale limite jusqu'ici de votre rassemblement, c'est justement de vous être inscrit dans le cadre général de la politique menée, des réformes menées, et du coup en réduisant vos contestations à déplacer le curseur sur certaines dépenses et pas d'autres, et pas reposer plus globalement le sens de la politique actuelle du gouvernement? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est une étape qui est nécessaire. La première étape qui était nécessaire, c'était, tu as parlé de contestation de la ligne politique, économique, sociale et des pratiques qui avaient été mises en œuvre depuis le début de ce quinquennat. Donc on était dans la phase où il a fallu se rassembler nombreux pour constater en commun qu'un certain nombre de choix majeurs avaient été graves et constituaient des erreurs politiques. Maintenant, il faut réfléchir à l'étape suivante. Et je pense que dans l'étape où nous sommes, la question centrale, c'est premièrement la réorientation de la politique du gouvernement, et pas simplement des inclinaisons à la marge. Hein. Il y a besoin d'une réorientation majeure. Après, il y a à discuter entre nous le degré de ce qui est majeur, parce qu'il faut d'abord qu'elle ait lieu. Donc, pas la peine de rajouter des kilos et des kilos d'exigence. Mais il faut quand même qu'il y ait une logique politique que l'on promeuve comme une alternative de sortie de crise. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde voit bien que devant la gravité de la situation économique et sociale, ce n'est pas trois bidouillages techniques, marginaux, pur utiles qu'ils soient, qui va répondre à la crise sociale, à la crise de production dans ce pays et à la crise politique qu'il y a. Donc il y a quand même besoin de piliers pour porter ce que nous, on a appelé une alternative ici et maintenant, c'est-à-dire une alternative programmatique dans la logique de ce que François Hollande avait présenté aux Français au Bourget, et même d'ailleurs pas seulement dans la logique, parfois la lettre, de ce qu'il avait proposé, mais qui doit s'inscrire dans une vision d'une sortie de crise, ou en tout cas d'un rebond politique et d'un sursaut politique. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas avoir que ce travail entre nous parlementaires, il faut avoir un travail aussi au sein du Parti socialiste, et c'est maintenant la question de comment on construit ça. Parce qu'il n'y a pas simplement une crise économique et sociale par mauvaise gestion gouvernementale. Il y a l'abandon de pans entiers de valeurs qui font l'histoire du Parti socialiste et de la gauche. Il y a un abandon idéologique inacceptable, et il est temps que le Parti socialiste
redevienne un acteur politique et pas un accompagnant de la politique gouvernementale. Et il est temps qu'on réaffirme des propositions et une idéologie et des valeurs de gauche, réformistes, mais de gauche. Il est inacceptable qu'on parle de coût du travail quand on est socialiste. Il est inacceptable que l'on parle de charges sociales quand il y a des cotisations. Il est inacceptable quand il y a Florange que le Premier ministre de l'époque nous dise « oh ben on voit les nationalisations de 81, on voit ce que ça a donné ». Qu'on s'interroge sur les formes de l'intervention publique, il est inacceptable que le discours de rebond de la compétitivité soit l'abaissement de l'intervention publique au moment où le FMI explique que la seule façon pour sortir de crise, c'est certainement de faire de l'investissement public. Je vous passe les détails techniques avec le coefficient multiplicateur. Il est inacceptable qu'on dise que la protection sociale est un fardeau pour le pays au moment où Barack Obama est en train de créer une sécurité sociale dans son pays. Donc voilà, ça, c'est un travail qui n'est pas simplement un travail de programmation, mais un travail idéologique, mais pas au sens l'idéologie fermée, la question écologique, qui est quand même encore mal prise en compte dans notre façon de penser, la question de l'économie circulaire et des nouveaux modes de développement ne peut pas rester que des discours creux qu'on rajoute à la fin des motions pour avoir l'air de faire écolo et moderne. Donc là, il y a vraiment d'où l'importance de la bataille sur le prochain congrès du parti. Il faut que les militants du Parti socialiste réaffirment le rôle d'acteurs politiques de leur parti. Et parce que nous croyons au parti politique. Ça, c'est aussi l'autre truc. C'est la dépolitisation ambiante. En train de nous expliquer qu'il y a trop d'élus dans le pays, que c'est ça qui coûte cher et qu'elle est le bazar. Deuxièmement, on nous explique que les partis politiques servent à rien. Et même parfois, certains de nos camarades sont très tentés, pour autant de parler de la 6e République, mais d'avoir une folle envie de l'homme providentiel. Donc, il est fondamental de reparler du collectif. Et de ce point de vue, la question de la place du politique, des formes du politique et pas simplement du parti, donc la question de notre République. Moi, vous savez que ça fait longtemps et on est nombreux à se mobiliser pour une 6e République, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on met derrière? Si c'est la République présidentialiste ou si c'est la République parlementaire et comment on le fait? Troisième pilier, c'est qu'il n'y a pas qu'une question d'identité du PS. Il y a une question de réalité de la gauche dans ce pays. Et j'allais presque dire l'identité du pays lui-même, si ce mot n'était pas connoté de tas d'autres débats. C'est-à-dire nous faire croire que la gauche française est disqualifiée parce qu'elle serait archaïque et nous faire croire que la gauche française est en voie de disparition, excusez la formule, j'ai l'impression qu'il prend ses désirs pour des réalités. La réalité, c'est que la gauche française est une gauche encore présente dans la société. Mais son organisation politique, sa manière de pouvoir mobiliser le peuple sont en défaillance majeure. C'est pourquoi, même si nous travaillons pour qu'il y ait un congrès de notre parti, la question de l'unité des forces de gauche et du rassemblement des forces de gauche est une question centrale. Donc ce que nous faisons est une étape. Nous allons ensemble poursuivre ces convergences avec les chemins, je ne vais pas vous refaire le topo des chemins un peu différents qu'on a pris les uns les autres. Ça compte parce que quand même, il y a eu des choix stratégiques qui ont été faits à certains moments qui avaient du sens. Donc personne n'a envie de renier ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, ce qui compte, c'est cette capacité à converger dans cette diversité. Mais je le dis, je ne sais pas si on convergera sur tous les champs. Mais moi, pour ma part, de toute façon, chaque fois qu'on converge et qu'on avance fort dans une direction, il ne faut jamais être mesquin, ne pas y aller à fond la caisse, il faut s'engager pleinement. Mais pour moi, il y a 3 piliers. Il y a le pilier parlementaire et gouvernemental, il y a le pilier politique dans le Parti socialiste et il y a le pilier dans l'ensemble de la gauche. Et je termine sur le légitimisme. Il se trouve que je suis peut-être avec Henri et d'autres, on est quand même un certain nombre à avoir vécu des tas de crises de légitimisme dans ce parti. Qu'est-ce que c'est que la légitimité dans un parti qui commence à être à ce point décalé de sa base sociale? Qu'est-ce que c'est que la légitimité dans un parti qui essaie d'expliquer qu'il est hors sol de la société et que sa légitimité à lui seul suffirait? On a eu ce débat au moment du non sur le référendum. La légitimité était-elle du côté de la masse des électeurs et des militants bientôt du Parti socialiste qui avaient voté non,
ou d'une décision qui était prise dans une logique d'appareil. On n'est pas des léninistes, en tout cas moi je ne l'ai jamais été. On n'est pas des léninistes. Le parti n'est pas une valeur en soi. Le parti correspond à un outil, à un moment donné, pour des valeurs, pour des causes et pour des bases sociales, des combats qu'on mène, pour des gens qu'on défend. Donc évidemment, je ne dis pas le parti, on ne s'assoit pas dessus, mais quand même, dès le début de l'arrivée de François Hollande, la question de la légitimité de sa ligne politique a été posée. C'était la première fois dans l'histoire du parti que, dès le début du quinquennat, sur un vote majeur qui était le TSCG, il y a eu des socialistes qui ont voté contre. Parce que le mandat, là, il n'y avait pas de légitimité au mandat. Le mandat que le peuple avait donné était clairement du côté de ceux qui l'ont refusé. Donc il est clair que ces débats, il faut faire comprendre à nos camarades du parti que nous ne sommes pas en train d'être des francs-tireurs. Nous nous interrogeons sur la crise du politique et comment on construit des légitimités dans un parti socialiste au XXIe siècle. Moi, ça ne m'a jamais gêné d'être minoritaire et in fine de quand même voter ce que le parti me demandait. Jusqu'au moment où je pense que l'intérêt supérieur du pays, de la République et de la France et de la gauche est en cause. Or, on a eu des rendez-vous où on peut quand même dire que quelque part, l'intérêt supérieur du pays, de la gauche et de la République était en cause. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut que le débat politique ne soit pas, quand tu dis est-ce qu'on peut se contenter, mais moi déjà si on gagne des réorientations au prochain budget, je pense qu'ils vont faire quand même les emplois aidés. Peut-être, on le disait avec Fanelli, peut-être qu'ils vont nous faire des concessions sur la politique familiale, ils vont nous laisser en pâture quelques améliorations. Eh bien c'est toujours ça de prix. Notre combat n'est pas inutile chaque fois qu'on a obtenu quelque chose pour ceux et celles qui souffrent dans ce pays et pour le monde du travail. Mais pour autant, il faut qu'on soit à la hauteur de la période historique. Et la hauteur de la période historique, c'est quand même des réorientations majeures. Or, le pire, c'est qu'il y avait quand même les germes dans ce discours du Bourget. Il y avait les piliers qui pouvaient permettre de tranquillement, si je puis dire de façon réformiste, commencer à ouvrir des pistes nouvelles de sortie de crise, la réindustrialisation, la réforme fiscale, un certain nombre de droits octroyés aux salariés, une certaine idée de la République et de la façon dont le président devait agir. Bon, donc lutter contre cette espèce de manie française qui fait que le chef d'entreprise doit être le chef chez lui, le président de la République le chef dans la politique, l'homme le chef dans la famille, etc., etc. Donc ça suffit. Il y avait ces sujets qui étaient en germe. Donc nous sommes maintenant en situation de pouvoir porter, nous, le rebond de tout cela, mais je le dis bien, l'action avec le Rassemblement de la gauche, nous on a fait Gauche Avenir, on a travaillé avec Gauche Avenir à un manifeste qui a été présenté par Pierre Laurent et Emmanuel Cos pendant l'été, très programmatique. Notre réunion à Bierville, nous allons proposer pour justement rendre concrète, quand Manuel Valls dit « elle est où l'alternative ?» Ben, elle est là l'alternative. L'alternative, elle est là parce qu'on fait, mais aussi parce qu'on propose. Et donc nous allons travailler, et nous avons fait un document qu'on va arrêter demain, qui est extrêmement programmatique. C'est si nous étions au pouvoir, nous réunis, nous les militants socialistes, toutes celles et tous ceux qui veulent retrouver le souffle du Bourget, et nous capables de fédérer la gauche, nous proposons en discussion un manifeste qui est extrêmement concret et dont une large part des propositions, c'est une façon de décliner les engagements présidentiels au regard de la situation actuelle. Donc, ça n'est pas le Pérou, si je puis dire, on est dans un entre-deux. Le pire serait de rester dans cet entre-deux. Il faut maintenant qu'on ouvre la nouvelle étape. Hollande nous avait dit la deuxième étape de mon quinquennat sera plus ambitieuse. Eh bien, on va le mettre en situation d'effectivement faire que la dernière étape de son quinquennat soit plus ambitieuse. Merci. Je tiens à préciser que je laisse volontairement un peu plus la parole à Marie-Noëlle comme à Fanelli, parce que comme le débat n'est pas tout à fait paritaire, les femmes ont le droit de parler plus. C'est un gimmick. Rémi Demersman-Pradel, vous êtes le représentant de la motion 4 au Bureau national, enfin l'un des représentants de la motion 4 au Bureau national du Parti socialiste. Comment justement faire en sorte que
au parti puisse se retranscrire un petit peu la critique qui a commencé à s'exercer à l'Assemblée. Oui, je pense que c'est effectivement intéressant de se poser la question de l'extension de la démarche Vive la gauche au-delà des parlementaires. Et c'est vraiment, je pense, l'enjeu maintenant de l'étape suivante. C'est-à-dire que les parlementaires ont fait le job, continuent de faire le job, ils viennent d'expliquer qu'ils allaient continuer à faire le job avec les résultats qu'ils peuvent obtenir, mais ils le font avec une logique et une stratégie. La bonne question maintenant qui se pose, c'est comment on fait pour aller au-delà, pour faire en sorte que la démarche Vive la gauche soit la démarche qui fonctionne. L'idée, c'est quand même de démontrer qu'il y a une alternative qui ne soit pas que le retour de Sarkozy. Et c'est un peu la crainte qu'on peut avoir aujourd'hui. Qu'on peut oser dans la transformation sociale plutôt que de laisser grandir la désespérance collective. Et ça, c'est ce qu'il faut pouvoir mettre en place maintenant par capillarité au sein du Parti socialiste, dans les fédérations, et commencer par les 3 rassemblements qui ont été faits ce week-end, on en a parlé tout à l'heure, que chacune des structures organisatrices de la vie du parti puisse commencer à diffuser le sens de cette démarche, à diffuser le fait qu'il y a une logique collective qui permette de retrouver la capacité d'indignation des militants et des élus contre le système en place. Parce que finalement, avec la situation qu'on vit depuis 2 ans, où quelque part une partie de la politique du gouvernement accompagne le système en place, et où pendant un certain temps le Parti socialiste a empêché un certain nombre de débats en interne, voire en externe, on a l'impression que petit à petit, le Parti socialiste a perdu cette capacité d'indignation. Et c'est pour ça qu'on se rend compte aujourd'hui qu'un certain nombre de militants ont commencé à nous tourner le dos. Et c'est ce travail-là qu'il faut commencer à faire effectivement, et il faut commencer à se poser. Ça passe par du programmatique. C'est ce dont parlait Marie-Noël tout à l'heure, c'est ce dont parlait chacun des membres ici. Ça passe par exemple, ouvrir la question ouvertement de la place du travail dans la vie de nos concitoyens. Aujourd'hui, le gouvernement ne pose pas cette question-là. Il dit comment est-ce qu'on va faire pour essayer de retrouver la croissance. Donc c'est faire en sorte que nous, chacun dans nos organisations, en travaillant, en faisant travailler ensemble et également séparément nos militants et tous les sympathisants qui sont intéressés sur ces sujets-là, pouvoir faire en sorte de créer cet esprit collectif qui puisse aboutir à une convergence à un moment, que ce soit au moment d'un congrès ou que ce soit même avant, parce que si le congrès n'arrive qu'en 2016, même si on le réclame avant, il faut qu'avant on puisse dire on travaille ensemble sur un programme, on travaille ensemble sur des idées, il y a quelque chose, il y a du fond. Et c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à faire. Par exemple, pouvoir oser se faire entendre quand on dit, et au Bureau national on ne réussit pas à se faire entendre, il faut être clair, que la croissance ne peut pas être que celle de la richesse des plus riches. Que la croissance du PIB, il faut la remplacer par une croissance du niveau de vie. Ce travail programmatique-là, il faut qu'on puisse commencer à le porter au-delà de nos cénacles et qu'on puisse commencer à faire travailler nos militants sur le sujet. Alors, je voulais donner 2-3 exemples là-dessus. Je parlais de la croissance du niveau de vie, l'idée de prendre en compte toutes les productions de richesse qui ne rentrent pas dans les transactions financières. On n'en parle pas, mais ça, l'économie sociale et solidaire, et je voulais saluer Benoît là-dessus, c'est une vraie avancée. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont permis d'avancer, et il faut qu'on puisse appuyer sur ces sujets-là. J'aurais tendance à dire que ce travail, il faut maintenant qu'on puisse faire en sorte qu'il quitte l'Assemblée, qu'il quitte le Sénat, et qu'il descende dans le parti, dans les fédérations. Donc il est temps qu'on puisse chacun se structurer, c'est une attente des militants pour qu'on puisse travailler avec l'ensemble des forces de gauche, même au-delà du simple Parti socialiste, qu'on puisse travailler pour orienter la politique économique française et pour redonner le pouvoir à nos concitoyens. Sur ce point, et justement pour prolonger, Guillaume Balas, Vive la gauche, ça en est où, à part depuis La Rochelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une structuration, ça va se structurer, il va se passer quelque chose. Enfin, ça a été un slogan à La Rochelle, qui a été éminemment chanté dans un amphi. Mais depuis, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a des réunions locales? Est-ce qu'il va y en avoir? Quid de Vive la gauche? Ouais, c'est amusant les journalistes parce que c'est les questions que tout le monde pose, qu'est-ce qui se passe, etc. C'était donc La Rochelle en août, on est début octobre ce soir, et donc c'est bien cette impatience.
Parce qu'en un mois, on aurait dû faire déjà énormément de choses. Tant mieux. Moi, je suis content que vous nous attendiez comme ça au tournant et que vous nous encouragiez dans ce qu'il faut faire. Le premier élément que je veux donner, c'est que je suis, moi, persuadé d'une chose, et je vais répondre. Hein. Je suis persuadé d'une chose, parce qu'on en a discuté ce matin, avec Isabelle Thomas, on le vit au niveau européen, c'est que, en fait, c'est partout que c'est en train de se passer. C'est partout que c'est en train de se passer, et la réalité, c'est qu'il n'est pas vrai qu'il y ait un socialisme français, j'allais dire, archaïque et isolé, et des sociolibéraux dans le reste de l'univers. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, au sein du groupe socialiste, par exemple, au Parlement européen, sur les bases programmatiques, idéologiques, honnêtement, c'est plus à gauche que le Parti socialiste français. Hein. Oui, c'est investissement public. C'est investissement public, c'est de la régulation financière. Ils nous disent qu'est-ce que vous avez fait sur la question de la taxe des transactions financières, c'est quoi votre réforme bancaire, etc. etc. Et qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi on aboutit pourtant qu'au niveau européen comme au niveau national, on arrive à ces contresens absolus, on a l'impression de faire exactement l'inverse de ce pourquoi nous existons? Moi, je crois qu'il y a une crise des directions politiques. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui expliquent ça, des grandes transformations mondiales, etc., etc., mais profondément, il y a une crise aujourd'hui des directions politiques. Crise des directions politiques en Europe, crise des directions politiques des gouvernements, crise des directions politiques dans les partis de gauche, et pourtant, l'aspiration aujourd'hui au changement, l'aspiration à la gauche, elle est loin d'être morte. Je crois même, quand j'entends notamment les victoires qu'on commence à avoir dans les têtes sur la réorientation, sur on ne peut pas continuer comme ça, la rigueur, l'austérité, etc., je crois que ces victoires commencent à s'accumuler et qu'il existe aujourd'hui les forces pour se mettre en mouvement. D'ailleurs, de ce point de vue-là, je le dis, il ne faudrait pas que nous-mêmes, dans les temps qui vont venir, et je commence à répondre à la question, il ne faudrait pas que nous-mêmes, on fasse comme les autres, et qu'en gros on ait des crises de direction politique. Ça serait dommage parce que nos militants ne nous le pardonneraient pas. Hein. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que Vive la gauche, c'est pas simplement, je veux dire, un sympathique objet qui nous permet de nous réunir, de dire qu'on s'aime bien et qu'un jour, il faudrait faire des choses ensemble. C'est quelque chose qui existe dès maintenant. Et d'ailleurs, je vais dire, nos militants nous ont pas attendus pour les créer. Pas attendu un coup de fil, un machin, un truc pour dire « vas-y mon gars, il faut que tu y ailles ». Ils le font tout seuls, comme des grands. Et ça ne va pas s'arrêter. Et aujourd'hui, il y a des collectifs Vive la gauche qui sont en train de se monter dans plein de départements, qui ont déjà fait des réunions, qui font des réunions, qui invitent d'ailleurs des députés souvent pour venir expliquer ce qu'ils font, parfois même des députés qui ne sont pas des députés fondeurs mais qui sont proches, et c'est en train de se mettre en mouvement. Et de ce point de vue-là, peu importe qu'aujourd'hui il y ait 3 universités, etc., etc., ce qui compte c'est le mouvement, ce qui compte c'est pas la photo, ce qui est important c'est le film. Et le film est en train d'accélérer. Et donc, moi je pense que ce qui s'est passé à La Rochelle, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, moi ça fait très longtemps, je dis honnêtement, et y compris dans les réunions d'un monde d'avance, où à La Rochelle, je n'avais pas ressenti ça depuis longtemps. Ressenti, ce truc pas très politique, ce machin qui passe dans les têtes, on se dit tiens, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout inquiet pour Vive la gauche, parce que, j'allais dire, je sais pertinemment qu'ici tout le monde le veut, je sais pertinemment qu'ici tout le monde veut le fonder, je sais pertinemment qu'on veut donner les moyens que ça existe, mais même si on ne le voulait pas, ça serait sans nous. Laurent Baumel. Non, je vous ai fait signe quand Guillaume a utilisé le terme de crise des directions politiques, parce que je pense que tu as raison, et si on l'applique à la situation française, indiscutablement, la politique qui est menée aujourd'hui a quelque chose à voir avec les hommes qui dirigent l'exécutif, pas dire le contraire, notamment lorsqu'on choisit au lendemain des municipales de prendre comme Premier ministre quelqu'un qui incarnait une ligne dans la primaire socialiste de 2011, pas s'étonner qu'il l'applique, une fois qu'il est en situation de l'appliquer. Donc il y a évidemment des aspects dans ce qui se passe aujourd'hui qui sont liés au choix des hommes, à ce qu'ils sont, à ce qu'ils ne sont pas, à leurs déterminants idéologiques, à leurs calculs, mais
le problème est plus global. Et moi, plutôt que simplement de parler d'une crise de direction politique, je pense qu'il faut parler d'une crise de démocratie, beaucoup plus profondément. Si nous revenons 2 minutes à l'expérience parlementaire, et je pense, Benoît est là, c'est aussi assez largement l'expérience ministérielle aujourd'hui, ce qui est frappant, ce qui est sidérant même dans notre régime, aujourd'hui la Ve République, c'est cette monopolisation absolue du pouvoir par un seul homme. En vérité, nous n'avons à aucun moment discuté ou pu discuter du tournant majeur de politique économique, sociale et fiscale qui s'est opéré, je dirais très vite d'ailleurs, dans l'année 2012, très vite. Le CICE, qui a été une première étape majeure, on a été mis devant le fait accompli. On avait quelques heures pour se mettre au garde à vous et le voter. Le pacte de responsabilité, on a été mis devant le fait accompli. Et quand les urnes ont parlé en mars 2014, que la masse des électeurs, ça a été rappelé tout à l'heure, ont dit que cette politique, ils n'y croyaient pas, qu'elle n'était pas efficace, qu'elle n'était pas juste, qu'elle tournait le dos à nos engagements de campagne et qu'elle tournait le dos même aux raisons pour lesquelles on porte la gauche au pouvoir, la réponse du président de la République a été de dire « je ne changerai pas ma politique parce que les institutions me permettent de continuer ». Et c'est vrai que notre expérience à l'Assemblée, même si nous sommes plusieurs dizaines à avoir pris nos responsabilités, c'est vrai que notre expérience montre que dans ces institutions, l'intériorisation de cette logique un peu monarchique est telle que beaucoup de nos collègues considèrent qu'ils n'ont pas d'autre choix, même si sur leurs convictions ils sont assez d'accord avec nous, qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'apporter leur soutien à celui qui a été élu au suffrage universel par l'ensemble des Français. Donc la crise est sans doute une crise de direction au sens où elle renvoie aux personnalités, à des choix, à des déterminations idéologiques qui pèsent sur quelques-uns, mais c'est d'abord une crise structurelle, c'est une crise profonde, c'est une crise démocratique. Et c'est pour ça que, au-delà du débat sur la politique économique, et je ne veux pas être beaucoup plus long, le débat que nous portons aussi à travers notre processus d'émancipation, c'est le débat sur le régime, c'est le débat sur la République, c'est le débat sur la démocratie. Et donc, il y a ce que nous faisons au Parlement, et il y a, j'y reviens, ce qui doit se faire au Parti socialiste, parce que l'entrée en scène des militants socialistes dans le quinquennat est vitale. Le congrès de clarification est vital. Il faut que, dans l'année 2015, on sache si oui ou non, l'ensemble de celles et de ceux qui ont porté François Hollande au pouvoir à travers le processus des primaires et à travers la campagne électorale de 2012, sont oui ou non d'accord avec le tournant de politique économique et sociale qui a été appliqué. C'est une question de démocratie qui me paraît fondamentale. Oui, je voudrais prolonger ce que d'autres ont dit, et en particulier Marie-Noëlle. Si vous avez des interrogations, chacun d'entre vous, sur la nécessité de ce que nous faisons, de ce que vous faites avec Un monde d'avance, de ce que nous faisons ensemble avec Vive la gauche, moi je voudrais donner peut-être 2 ou 3 motifs supplémentaires de considérer que ce que nous faisons, c'est justement peut-être le moteur de renfort, ou même le moteur de secours d'une gauche qui est quand même en grand danger d'échouer dans une expérience de gouvernement. La première chose, c'est quand même que nous avons répondu à l'urgence. Nous répondons à l'urgence. Pas seulement à l'urgence des défaites politiques du printemps dernier, mais à l'urgence de la situation économique et sociale. On n'est pas simplement dans un débat philosophique sur à quoi sert la gauche au XXIe siècle. On a une situation d'urgence. L'économie française et l'économie européenne sont en état d'urgence. Croissance zéro en France, croissance négative en Allemagne. Et donc notre sursaut collectif du printemps dernier, après ces décisions très solitaires qu'a rappelé Laurent Baumel tout à l'heure, c'est une réponse à l'urgence économique et sociale. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous répondons à l'urgence, mais nous redonnons aussi
sa force collective à une gauche de transformation. Je l'ai dit tout à l'heure, nous devons être des architectes. Nous sommes les pompiers qui proposons des solutions opératoires face à l'urgence, mais nous devons aussi incarner une gauche de transformation qui, c'est vrai, s'est assoupie, endormie, oubliée dans des renoncements successifs depuis 2012. Et puis, parfois, on vous dira, mais tout ça, c'est très important, c'est très intéressant, mais la question de notre unité passe avant tout. Et je voudrais un instant m'arrêter sur cette question-là, parce qu'elle est à la fois stratégique et elle est même une question intime pour chacun d'entre nous, militant dans sa fédération qui est en train de lancer un collectif Vive la Gauche ou parlementaire qui s'apprête, parfois après des années ou des décennies de discipline majoritaire, à dire là, on ne veut pas continuer comme ça. Donc il y a cette question de l'unité qui est un capital évidemment essentiel pour la gauche et pour le Parti socialiste. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'unité 2 ans et demi après le 6 mai 2012? C'est une majorité en voie permanente de rétrécissement politique. Les communistes n'y sont pas rentrés, les Verts sont sortis du gouvernement. Quelques-uns des ministres qui ont fait un travail formidable, je le dis pour Benoît, je le dis aussi bien sûr pour Arnaud et pour Aurélie, des ministres qui ont fait un travail formidable, qui sont évincés du gouvernement, et puis les mesquineries des jours passés. Donc ça n'est pas l'unité, ça. Ça, c'est un rétrécissement politique de la gauche de gouvernement qui est insupportable. Nous sommes aujourd'hui collectivement au gouvernement. Vous êtes au gouvernement. Je suis au gouvernement. Nous sommes dans cette majorité. Et même si nous lui apportons en permanence des critiques, de la contestation, des contre-propositions, nous ne sommes pas à l'extérieur de la gauche de gouvernement. Sauf que la gauche de gouvernement, aujourd'hui, est en train de se rétrécir tragiquement. Et donc, face à ce rétrécissement, effectivement, il faut des initiatives politiques. Et c'est à partir de ces débats, à partir de ces initiatives, que la majorité peut à nouveau reprendre son essor et son élan pour la deuxième partie du quinquennat. Ça ne va pas être un exercice facile, ça va être un exercice terriblement difficile. Mais si nous ne l'avions pas entamé il y a plusieurs mois, si le débat n'avait pas été conduit également à l'intérieur du gouvernement, eh bien aujourd'hui nous serions une gauche rétrécie, en passe de devenir, pour ce qui est du Parti socialiste, un petit parti de centre-gauche sans alliés, ou peut-être même de centre-droit d'ailleurs, au train où vont certaines déclarations, même si j'ai vu qu'on était en train d'apprendre au sein du gouvernement à retirer des interviews. C'est une forme nouvelle, on innove beaucoup, on apprend à geler les prestations sociales et puis ensuite on les dégèle en partie, on donne des interviews et ensuite on les retire. C'est un apprentissage auquel franchement je ne pensais pas que nous avions pendant 10 ans dans l'opposition préparé les esprits des Français. Mais enfin, voilà, nous sommes l'antidote au rétrécissement de la gauche. Alors quand nous allons à la fête de l'humanité à quelques-uns, on nous dit mais vous êtes allés à la fête de l'humanité, comme si c'était là aussi une transgression absolue. Je ne peux pas vous dire que j'ai été extrêmement satisfait de ce que Jean-Luc a dit en marge de la fête Mélenchon, de la fête de l'humanité, mais moi j'ai été très heureux que nous étions, comme vous le serez demain, comme vous l'étiez ce matin, avec Pierre Laurent, avec Cécile Duflot, avec Emmanuel Cos et avec d'autres. Et je n'imagine pas, chers amis, je n'imagine pas un instant que la gauche, ça se résume à des accords d'appareil 15 jours avant les élections départementales, régionales ou nationales. La gauche, ça n'a jamais été, il n'y a jamais eu une seule gauche, il y en a 3, 4, peut-être davantage. Mais la gauche, ce n'est pas simplement à la veille des élections. Parce que ça, c'est de l'artificialité politique. Les Français n'en veulent pas, n'y croient plus, et je pense que nous faisons ce travail-là. Quand nous sommes, la semaine dernière, à l'invitation de Pouria Amirchaïk, je salue à distance, nous sommes 400 ou 500 à la Bellevilloise, à écouter. Pour une fois, ce n'était pas les politiques qui parlaient, c'était des responsables d'associations, des syndicalistes, des militantes féministes et d'autres qui parlaient
eh bien c'était une très belle carte postale de la gauche que nous avons envoyée aussi aux Français. Et donc, nous sommes l'antidote au rétrécissement de la gauche. Quand je vois que, au mois de juillet, 2 des 3 principaux syndicats de salariés quittent la conférence sociale, la grande conférence sociale, nous avons demandé pendant des années, je me souviens des congrès, Henri, où nous étions, nous demandions une conférence sociale qui pouvait être la marque de fabrique justement de la gauche au pouvoir, pour parler des salaires bien sûr, mais pour parler aussi du droit du travail, pour parler de l'égalité des femmes et des hommes dans les entreprises, pour parler de formation professionnelle. Donc c'est une façon de construire du compromis social et peut-être même du compromis historique. Mais quand 2 des 3 principaux syndicats de salariés partent, quand on prépare cette conférence sociale, et je salue le travail des amis parlementaires de la Commission des affaires sociales, avec lesquels on a travaillé, Denis Robillard, Gérard Sebaoun et bien d'autres, Jean-Marc Germain. Quand on voit que cette conférence sociale est précédée d'un renoncement, certes partiel, mais ô combien symbolique, à l'idée que dans la réforme des retraites, la question de la pénibilité serait renvoyée à plus tard, alors que pour beaucoup d'entre nous, c'est pour cette raison-là d'ailleurs que nous l'avons voté, ou en tout cas que nous l'avons cru acceptable. Eh bien je dis oui, c'est une gauche qui est en cours de rétrécissement social et qui devient incapable d'assurer la mobilisation du pays. Et face aux défis qui sont les nôtres, ceux justement de la 3e révolution industrielle, celle de la mondialisation, celle du réarmement de la démocratie face au système financier mondialisé, eh bien, si nous avons une gauche politique rétrécie et des forces sociales qui désertent le débat et le terrain du compromis social, eh bien, vous voyez très simplement vers quelle destination, vers quelle catastrophe politique nous allons. Et donc, vive la gauche et d'autres initiatives qui se prennent partout dans le pays, sur le terrain politique, sur le terrain syndical, dans la relation entre les forces politiques de gauche. Je crois que c'est vraiment, ça a été pour beaucoup d'entre nous ces derniers mois l'antidote au doute. Ça sera peut-être aussi dans quelques mois l'antidote nécessaire à la déroute qui nous attendrait si nous n'avions pas, encore une fois, la force collective de nous opposer à des choix, à des décisions, à des orientations que n'ont pas voulu les Français en 2012. Les Français n'ont pas changé, chers amis, depuis 2012. Ce sont les mêmes.